une année supplémentaire. Merci, Madame la ministre. Donc, je cède la parole à la députée de Bourassa-Sauvé et je fais encore une petite intervention. On fait attention de ne pas s'interpeller. Pour la transcription, c'est très difficile pour eux. Donc, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Merci, Madame la présidente. Je reviens sur le sujet des enfants avec des difficultés, plus largement, pas nécessairement un HDAA, mais sous un autre angle que ce que nous avons abordé précédemment, donc dans le bloc précédent. Selon un sondage de la FSE auprès de 5 700 profs, on dit qu'il y aurait environ 2 enseignants sur 5, tant au primaire qu'au secondaire, qui affirment que certains élèves qui auraient dû redoubler leur année ou être dirigés vers une classe spécialisée ont passé leur année en dépit de leurs recommandations. Ce que les profs décrivent, c'est des élèves qui sont en échec, qui sont promus sans le soutien nécessaire ou qui ne vont pas nécessairement en classe spécialisée alors que c'est le service dont ils ont besoin. Souvent, donc, on va les mettre en modification des attentes. Donc, la première question que j'ai pour vous, est-ce qu'il y a des directives qui sont mises en place qui font en sorte que les profs se sentent forcés de faire passer des élèves? Oui. Là, je suis toujours portée à dire déboulonnage, mais c'est le déboulage, je pense, le terme. Et je pourrais peut-être vous faire donner plus de précisions par la sous-ministre qui est au niveau pédagogique, mais on a mis fin là, à cette mesure-là. Je pense que c'est pas, et je me souviens plus de la date. De quelle date? Avant même que, quand je suis arrivée, je vais vous dire, quand je suis arrivée au ministère, ça avait déjà pris fin depuis au moins 1 an. Donc, je pense que c'est 2023 ou 2024. Oui, mais je vous dis juste que ça n'existait déjà plus parce que ce n'est pas judicieux de faire, tu sais, on peut penser ça le fun de faire passer un élève qui n'a pas tous les acquis, mais ça finit par le rattraper au final. Donc, c'est une mesure qui n'est plus permise, là. Mais là, quand vous parlez du déboulage, c'est sûr qu'il y a peut-être un cours qui était du niveau précédent puis qu'on faisait passer, mais là, je parle vraiment donc des jeunes. Mettons ici, on va se concentrer sur le primaire, donc il aurait dû redoubler. Là. Donc, c'est un sondage de FSE, puis ça date... je vais vous retrouver la date ici, là, mais c'est bien après donc la fin de la mesure sur les déboulages. Qu'on a mis comme en place? Oui, on a mis comme en place. OK. Mais là, je viens de voir que vous faites penser, c'est ça, vous faites référence par moment à un comité que la FSE nous a demandé de mettre en place. Okay. Bien, on va peut-être donner la parole, parce que le comité a été mis en place. Si vous permettez, on pourrait donner la parole à Nadine Peterson. J'ai l'air d'être tellement familière avec les fonctionnaires du réseau, mais non, je m'excuse, c'est moi qui, à force d'entendre parler de Nadine, François et Stéphane, donc... Oui. Donc, c'est très récent. Le comité a été mis en place. On va pouvoir vous donner plus de précisions, si vous permettez qu'elle intervienne. Oui, consentement. Parfait. Donc, consentement, vous allez donner votre nom et votre titre, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Alors, Nadine Peterson, sous-ministre adjointe Éducation. Ça fait plaisir. Donc, effectivement, ce qu'on parle ici, c'est la promotion sans les acquis. Donc, il y a le fameux déboulage là, qui donne des unités si tu fais un cours de niveau supérieur qui donne des unités. Par contre, là où la FSE nous a interpellés, c'est la promotion sans acquis. Donc, de faire passer un jeune à un niveau supérieur alors qu'il n'aurait pas tous les acquis de son niveau inférieur. La FSE nous a interpellés à quelques reprises là-dessus. On a aussi un info-sanction qui est sorti pour venir rappeler les pratiques de vraiment s'assurer que tous les élèves ont les acquis pour faire passer. On a mis un comité en place qui s'est réuni, je pense, il y a 2 semaines passées à peu près. Dans le fond, l'idée, c'est, nous, on a envoyé l'info-sanction, qui est une forme de directive aux enseignants. Et puis, les gens de la FSE nous ont rapporté qu'il y avait quelques cas qui n'étaient pas appliqués dans les écoles. Donc, on s'est donné vraiment un espace sécuritaire entre nous pour en discuter, pour voir c'est quoi l'effet sur le terrain, pour pouvoir vraiment prendre acte, puis ensuite de ça, faire des interventions. Fait qu'on est à ce niveau-là. La ministre a eu l'ouverture de vouloir asseoir autant le ministère que le syndicat pour en discuter. Les travaux ont commencé, puis c'est déjà très bien parti. Okay. Donc, on reconnaît qu'il y a des situations qui sont vécues sur le terrain. Ça semble peut-être à la marge pour le moment, mais c'est ce qu'on est en train d'évaluer avec les équipes. OK, merci. Donc, effectivement, donc, vous reconnaissez que ce sont des situations, donc ce qui est ressorti il y a à peine un mois là, dans les médias, donc ça se produit sur le terrain. Puis, ce qui nous est mentionné aussi, là, que j'ai dit donc dans mon intervention précédente, c'est que souvent, donc, ces élèves-là qui vont être promus sans soutien nécessaire, bien, parfois, on va les mettre en modification des attentes. Est-ce qu'on a les chiffres sur combien il y a d'élèves qui sont en modification des attentes?
Il laisse pas une fiche, moi, je ne l'ai pas. Et on est en train de le vérifier au mesure de votre question. Si vous voulez peut-être continuer pour ne pas perdre votre temps, on pourrait, le temps qui vous est imparti pour pouvoir discuter, on la prend en note puis on pourra revenir dès qu'on l'a. Donc, les chiffres... J'ai pas les chiffres sur il y en a combien, mais il y a quand même donc 41 des enseignants au primaire qui nous disent qu'ils ont au moins un élève en modification des attentes en français dans leur classe et 37 qui en ont au moins un en mathématiques. Bon, on s'entend que c'est un problème, c'est une mesure qui devrait être exceptionnelle là, pour les élèves qui n'arrivent pas à répondre aux exigences du programme. Donc, s'il y en a au moins un pour 41 des enseignants, je me demande est-ce que le ministère a les chiffres sur il y en a combien au total qui sont en modification des attentes? On se parle, on les a pas. C'est justement les travaux qu'on est en train de faire avec la FSE. Puis c'est pour ça qu'on a réussi à... Puis je dénigre pas vos chiffres, mais c'est un sondage sur un échantillonnage. Donc, est-ce que les gens qui ont répondu sont intéressés à répondre parce que nécessairement, il y en a plus? Donc, quelle est la réelle proportion? Fait ça fait partie des travaux. Mais je dis, j'avais pas de fiche, j'ai pas les chiffres. Non, on vous l'a posé. Mais je veux pas vous promettre de vous trouver un chiffre pour la fin parce qu'on ne l'a pas. Ça fait partie des travaux. D'ailleurs, c'est ce que la FSE voulait qu'on ait creusé avec eux. Donc, le comité est en place. Je pense que c'est ça la réponse courte. Parfait. Soutien aux partenaires en éducation. Pour avoir parlé avec plusieurs groupes, Madame la ministre, donc souvent on va nous dire c'est très difficile d'obtenir de la prévisibilité de la part du ministère de l'Éducation. Parfois, donc, on attend, et là, donc le dernier jour de l'année financière, bien, c'est là qu'on finit par recevoir les montants pour l'année qui vient de s'écouler. Parfois, donc, on est obligé de fonctionner à crédit puis de rembourser les sommes et donc de payer des intérêts. Lorsque le ministère nous octroie les montants tard dans l'année, ça crée énormément de stress. Madame la ministre, ma question pour vous, est-ce que vous trouvez cette situation-là normale? Bien, vous avez raison que c'est un processus qui est beaucoup trop long. Je vais recadrer. Le soutien aux partenaires, c'est de l'aide ponctuelle. Beaucoup s'y attendent d'en avoir année après année, là, mais je veux rappeler que c'est de l'aide ponctuelle, c'est la prémisse de base. Mais vous avez tout à fait raison, puis je suis tout à fait d'accord. Bon. Je veux pas tout mettre sur le passé, puis le fait que j'ai pas pu agir maintenant parce que je suis arrivée en septembre, puis bon, j'ai pris le SAP où il était rendu. Mais il y a des travaux au ministère, puis j'ai mis l'accent, disons qu'ils existaient déjà, donc la question s'était déjà posée par mon prédécesseur. J'ai peut-être augmenté un peu la chaleur sur ces travaux-là pour qu'on revoie les façons de faire au SAP. Donc il y a des travaux là-dessus, effectivement. Est-ce qu'il y a un échéancier pour ces travaux? Non. OK. Mais la chaleur a augmenté, parce que là, vous reconnaissez j'ai demandé, dans le fond, j'ai demandé à ce qu'on se penche sur la question puis qu'on me fasse des suggestions. Donc, j'en suis là. Parce que ça n'a pas de bon sens. Puis même le pacte, l'été passé, c'est à peu près la même chose. Les gens disaient, on risque peut-être de fermer parce on sait que les sommes, là, dans ce cas-ci, on sait que les sommes vont arriver, on nous le dit, mais on les reçoit pas. Absolument. Parfait. On veut remédier à cette situation-là. Je n'ai pas la réponse du comment, mais je peux vous dire que cette question-là, c'est sur la table. Merci. 2026-2027, dans le budget, pour le programme soutien aux organismes, coupure de 12 %. Est-ce que, d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer cette décision-là? Puis, est-ce qu'on sait déjà quels organismes vont être affectés? Je ne suis pas sûre de comprendre. Où ça indiqué? Ah oui. Oui. La page, je l'ai. Je l'ai des crédits. Mais c'est pas une coupure, hein? C'est une aide ponctuelle qui avait été mise au SAP, qui était pour 2 ans, je pense, non récurrent. Donc, ça fait une bulle, si vous voulez, ça redescend, mais c'est pas une coupure. Et c'était clairement une aide de 2 fois 8,2 millions. Bon, je m'en souviens finalement. 2 fois 8,2 millions qui était pour 2 années. Et c'était clair que c'était pour 2 années seulement. Et c'est simplement une aide qui ne s'est pas perpétuée, mais c'était entendu qu'elle était ponctuelle, qu'elle n'était pas là pour augmenter le SAP de façon permanente. Donc, c'est cette bulle-là qui fait qu'on a l'air d'avoir diminué. Mais dans les faits, quand on enlève cette bulle-là, le SAP est pas mal stable. Là. Il n'y a pas... Donc, il n'y a pas d'organismes qui vont recevoir des surprises? Non. Non, parce que cette aide ponctuelle-là était pour des choses particulières, des organismes particuliers. Oui. Okay. Parfait. Différents programmes, Intercept. Donc, vous le savez, je vais aller visiter donc 2 Intercept. Je vous ai interpellé en période de questions. J'ai interpellé votre prédécesseur aussi au cours des dernières années. Je sais que vous êtes sensibilisé à la cause, que vous avez rencontré l'organisme. Donc, est-ce que vous avez... je veux dire donc du nouveau, mais en fait, vous le savez, donc l'organisme vit une situation particulière, donc avec sa situation donc de loyer, donc dans les différents CEP, donc Centre d'éducation populaire. Comment est-ce que vous progressez dans vos discussions ou dans vos réflexions sur le fait de trouver une solution pour Intercept?
les discussions sont terminées. Je les ai rencontrés. Ils ont eu des montants au SAP cette année. Il y avait la question de leur loyer. C'était très clair pour moi qu'on leur donnait de l'argent à partir du SAP. Parce qu'ils ont de l'argent dans le pacte aussi. Hein? Ils ont de l'argent dans le pacte et l'argent qui était à partir du SAP, et bon, puis les gens nous écoutent, là, c'est le soutien aux partenaires, était spécifiquement pour payer leur loyer. Donc, on a discuté avec eux. Je pense qu'il y avait 3 des organismes sur 6 qui avaient eu des difficultés avec leur loyer. Donc, c'est très clair pour moi qu'on allait renouveler l'aide au SAP cette année, mais qu'il fallait qu'ils s'arrangent pour être capables de payer leur loyer. Et les montants au pacte, pour l'instant, sont maintenus. Alors, pour moi, oui. Pour moi, cette discussion-là, je ne dis pas qu'elle est terminée, mais elle est terminée. Là. On a conclu. Ils voulaient avoir de l'argent au SAP, ils l'ont eu. Ils ont eu leur argent au pacte. Mais c'est très clair pour moi que l'argent qu'on leur donne au soutien aux partenaires, c'est exceptionnel parce que les organismes qui ont de l'argent à la fois au pacte et à la fois au SAP sont peu nombreux, sinon c'est à peu près les seuls. C'est les seuls. C'est une situation assez exceptionnelle. Oui, l'exception est exceptionnelle, mais c'est pour leur donner de l'aide pour payer leur loyer. Alors, je m'attends à ce qu'ils paient leur loyer, par contre. Là. Parfait. Et l'année prochaine, normalement, ils devraient pouvoir recevoir leur montant plus tôt dans l'année, parce que comme on disait tantôt, là, dans le chantier. Mais là, ça fait partie de l'autre enjeu que, oui, on est en train de regarder. Parfait. Passeport pour ma réussite, ça, c'est un programme normé, là, c'est pas un programme qui est en soutien aux partenaires. Donc, ce qu'on comprend, c'est que vous leur avez demandé d'ouvrir 9 nouveaux centres, mais le financement n'a pas suivi. C'est un organisme qui opère aussi en Ontario, par exemple. Puis, on dit donc là-bas, donc le gouvernement ontarien leur octroie une part beaucoup plus significative de leur financement annuel. Leur entente se termine en juin. Ils craignent de tomber entre 2 chaises. Est-ce que c'est possible de les rassurer? Bien, écoutez, ils nous ont contactés. On est au fait de la situation. On est en train de regarder ça. C'est tout ce que je vais dire pour l'instant. C'est assez clair. Quand je suis capable, je le sais. ROCLD, le regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage. Ce sont donc les écoles de la rue de façon générale. Sur le terrain, donc, il y a plusieurs organismes communautaires qui observent un resserrement administratif dans l'application de certaines exigences qui sont liées à la fréquentation scolaire obligatoire des jeunes de moins de 16 ans. Donc, techniquement, ce sont des jeunes de moins de 16 ans donc, qui ont certaines difficultés, puis qu'on se dit, OK, bien, toi, donc, ton cheminement, disons, régulier, donc, à l'école, c'est un peu plus difficile. Il faudrait que tu ailles, donc, dans cet organisme-là. De leur expérience terrain, ce qu'ils nous disent, c'est, bien, écoutez, dans les dernières années, on dirait que ça a été un peu plus difficile qu'auparavant. Donc, les centres de services scolaires, donc, nous référaient les jeunes, que ça allait bien, mais là, on a l'impression qu'il faut un petit peu, donc, se battre pour pouvoir bien jouer notre rôle, mais alors qu'on sait que notre soutien, notre appui à ces jeunes-là, bien, ça leur permet donc de diminuer l'accumulation donc d'échecs scolaires, de diminuer les suspensions, puis les bris de confiance répétés envers les institutions scolaires. Ils vous ont demandé d'ouvrir une table de discussion entre le ministère de l'Éducation, les centres de services scolaires, puis le regroupement des organismes pour placer des balises administratives pour mieux collaborer ensemble. Donc ici, là, c'est l'une de leurs demandes principales. Est-ce que, bien, d'abord, est-ce que vous êtes au courant de cette demande-là? Et donc là, je vois que vous n'êtes pas au courant de cette demande-là, mais est-ce que vous seriez ouverte à l'idée de vous asseoir avec le regroupement des organismes de l'autodécrochage scolaire puis les centres de services scolaires pour qu'on voit comment est-ce qu'ils pourraient mieux collaborer ensemble? Bien, je vais prendre acte de la situation, puis je vais regarder avec les équipes du ministère ce qu'il y en est, mais c'est l'étendue de ce que je vais dire là-dessus, là, compte tenu que je suis pas au courant du dossier. Okay. Toujours parlant, je reviens. Je vais y aller avec le sujet maintenant donc de l'intelligence artificielle. Il y a eu donc des données qui sont sorties récemment qui disaient donc tous les secteurs d'enseignement confondus, près d'un enseignant sur 2 qui a répondu au questionnaire juge ne posséder que des notions de base concernant les connaissances techniques et pratiques liées à l'intelligence artificielle. Il y a 46 de ces enseignants consultés-là qui disent qu'ils n'ont reçu aucune information de leur direction, de leur centre de service scolaire à ce sujet, alors que seulement 19 d'entre eux ont reçu certaines balises. Qu'est-ce que vous prévoyez faire pour mieux outiller les enseignants?
Je suis très contente parce que c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup, qui me passionne aussi, parce que je trouve que l'intelligence artificielle dans nos écoles, l'intelligence artificielle tout court, ben elle est déjà là. Hein? Puis même si on a interdit les écrans, les téléphones cellulaires à l'école, les enfants y ont accès à la maison, les étudiants y ont déjà accès. Il y a plusieurs enseignants qui l'utilisent déjà. Puis pour moi, c'est important qu'on ne perde pas de vue qu'un enseignant sera toujours un enseignant, puis on aura toujours besoin d'un enseignant, et que l'intelligence artificielle, le numérique, doit devenir un outil. Donc, dans la formation obligatoire, plusieurs choses. Il y aura un programme, éventuellement, de compétences transversales d'ici un an, oui. Mais pas la prochaine rentrée scolaire, là. Plus tard, qui va être implanté pour 27-28. Okay. La rentrée scolaire 27-28. Là, je vais dire n'importe quoi parce que la façon dont je m'exprime, des fois, sur cet enjeu-là, mais qui va faire en sorte qu'on devra intégrer les compétences numériques dans l'enseignement. Et là, on verra avec le programme comment on le développe, mais de façon transversale, parce que je pense que c'est un outil. Naturellement, on va le faire plus tard parce qu'on veut que les enseignants soient prêts à ça et s'y préparent. Donc, on a dans la formation obligatoire qu'on a mis en place, mon collègue dans le projet de loi a fait adopter la formation obligatoire, 30 heures sur 2 ans, vous vous souviendrez. J'ai comme ministre, parce que c'est moi qui occupe le siège, mais les ministres de l'Éducation ont la prérogative à l'intérieur de cette formation-là par règlement de mettre par bloc de 30 heures des heures obligatoires. Donc, moi, dans le premier bloc de 30 heures, je veux qu'il y ait 2 heures de formation obligatoire sur le numérique faite par les enseignants. 2 heures par... 2 heures sur le 30 heures. Sur le 30 heures, OK. Sur le 30 heures. C'est sûr qu'on va voir pour leur en fournir plus, mais au moins 2 heures sur le 30 heures. Et j'ai donné à l'INE, qui est maintenant en place, et que son conseil d'administration est prêt, le premier mandat d'étudier, de se pencher sur l'utilisation du numérique dans nos dossiers, de la place de l'intelligence artificielle pour avoir les meilleures pratiques avec des données probantes. Pour être capable que ça soit un outil. Et votre prédécesseur n'avait pas créé un guide? Pourquoi est-ce qu'on en voit? Oui, il y a un guide aussi. Là, je vous donne... J'allais à la tête. Il y a un guide aussi, mais moi, je vous dis ce que j'ai ajouté depuis que je suis arrivée, nonobstant que ce qui était là existe encore. Mais il est encore là, le guide? Oui, non, mais là, vous envoyez ça à l'INE qui va nous dévoiler les meilleures pratiques. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le guide? Si le guide doit être mis à jour, il sera mis à jour par l'INE. Mais là, présentement, il y a un guide qui doit toujours servir pour l'installation, pour le numérique. On va leur donner de la formation. Il va y avoir un programme qui va être mis en place. Je les rassure, c'est pas pour la prochaine année scolaire. On veut donner de la prévisibilité, puis on veut s'assurer de bien former les enseignants. Et j'ai demandé aussi à l'INE de se pencher sur la question pour nous donner les meilleures pratiques, parce que je pense qu'il faut intégrer l'intelligence artificielle dans nos écoles. Maintenant, ça doit être un outil pour les enseignants. La relation enseignant-professeur, enseignant-étudiant, enseignant-élève devra toujours être la première relation, la relation humaine. Donc, il va falloir qu'on apprenne aux enfants à apprendre différemment. Hein? Il va falloir développer la pensée critique, il va falloir développer la capacité d'analyse, oui. Merci, Madame la ministre. C'est passionnant. Donc, je céderai la parole au député de Matane-Matapédia. Merci, Madame la Présidente. Alors, manifestement, la course au leadership à la CAQ nous a appris bien des choses sur les intentions de la nouvelle première ministre. Et une des intentions manifestées, c'est l'élargissement de la loi 101 aux élèves, aux étudiants de formation professionnelle et de l'éducation des adultes. Et là, on apprend que c'est 27 000 étudiants qui iraient vers le réseau francophone. Alors, quel est le plan pour accueillir tous ces étudiants? Est-ce qu'on va créer des écoles francophones dans l'ouest de l'île, au centre-ville? Comment ça marche? Parce que tantôt, j'ai donné l'exemple de la construction des écoles par le privé, puis j'ai bien senti que la ministre dit « Oui, j'ai appris ça là, en même temps que vous. » mais là, c'en est une autre, là. 25 000, c'est pas rien. Alors, la parole est à la ministre. Oui, là, il faut comprendre que ce n'est pas des écoles de formation générale des jeunes. Ce n'est pas les écoles primaires, secondaires qui vont accueillir ça. Je suis en train de regarder avec mon collègue qui est porteur du dossier sur la meilleure façon de déployer cette mesure-là, mais le réseau va être prêt. On est en train d'analyser qui sont ces gens-là, où est-ce qu'ils sont, à quel endroit on pourra qu'est-ce qui sera impacté, c'est-à-dire à quel endroit on devra les transférer. Mais en général, c'est des services aux adultes, puis c'est de la formation professionnelle. Puis en général, on est capable d'accueillir ces jeunes-là. Mais on est en train de travailler pour un plan de déploiement
qui va permettre d'accueillir dans l'école publique. Mais je veux juste dire que c'est pas dans les écoles primaires et secondaires, là, c'est pas la formation générale des jeunes. Là. Là, je voulais pas aller dans les acronymes, mais c'est la FP et la FGA, la formation d'adultes. Mais on travaille avec le ministre Roberge là-dessus, puis on devrait être capable d'être prêt à accueillir ces gens-là. Pour quand? Est-ce que la ministre va pouvoir nous donner un échéancier? Bien, l'échéancier sera en fonction du projet de loi qui sera adopté. Et là, on va continuer les discussions avec mon collègue. Le projet de loi n'est pas encore déposé, à ma connaissance. Effectivement, mais on peut penser raisonnablement que c'est-tu plus une affaire d'une année ou de 5 ans ou d'une génération? Comment ça marche? Non, on a des discussions avec mon collègue. Vous verrez au dépôt du projet de loi. Mon Dieu, c'est notre dernier rendez-vous, Madame la Présidente. Là, j'essaie de... OK. Bien, je vais en profiter pour vous répondre, par contre. Mais pas sur mon temps, là. Non. On fera ça après. Bien, sur votre temps, c'est votre question, c'est votre temps. J'avais fini. J'en ai déjà une deuxième question. OK, mais je voulais juste, pendant que vous tournez vos papiers... On a du temps à la fin, on s'en parle, d'accord? Oui, la liste. Ça vous va? La liste. Je voulais vous parler de Ah la liste. oui, Bon, mais... je savais que ça vous intéressait. Je placerais ça sur votre temps, moi. Bien, c'est parce que j'en ai pas de temps. Mon Vous temps avez est le sur même votre que moi, temps. là, on en perd, là, ensemble. OK. Mais voulez-vous que je vous réponde sur la liste ou non? Oui, c'est une de mes questions. OK. Je vais y arriver. Parfait. Dans ma circonscription, il y a un parent particulièrement actif qui interpelle le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais sur l'enjeu des cours d'école qui sont fermés en hiver. D'accord? En hiver? En hiver, parce qu'il y a un protocole ou il y a une évaluation qui est faite par l'équipe école à l'effet que est-ce que c'est sécuritaire ou pas, des balançoires, des bascules, différents jeux, compte tenu du, je vais appeler ça le tapis de neige. Et là, ça revient souvent dans mon centre de service scolaire. Puis je comprends les parents qui veulent que les enfants s'amusent, puis je l'ai fait moi-même, bon, et pas mal tout le monde ici. Alors, pour les règles de sécurité excessives dans les cours d'école, vous avez... Je vous parle à vous là, quand je dis ça. Là. Et puis, quelques jours avant Noël 2025, je cite la ministre, « Les enfants doivent apprendre à gérer eux-mêmes leurs propres risques, clame la ministre. » D'accord? C'est ce que la ministre a dit. Référence au but. Oui, j'arrive. Je m'en souviens très bien. Valez pas mon punch, j'arrive. Alors, là, je veux bien, mais les écoles décident d'ouvrir ou pas les jeux. Donc, moi, j'ai posé la question au Centre de services scolaires des Monts-et-Marais, ça s'appliquerait ailleurs. Est-ce qu'il existe des règles claires pour tous les centres de services scolaires ou c'est à la discrétion des équipes écoles, des enseignants? Parce que là est arrivé le roi de la montagne. Ça, là, dans ma feuille de bingo de ce qui pouvait arriver sous le ministère avec votre prédécesseur, je ne l'avais pas prévu. D'autres choses, mais ça aussi. Alors, là, l'hiver est passé. On a du temps pour réfléchir, faire le bilan du roi de la montagne, puis des règles excessives. Est-ce qu'on va donner des règles partout au Québec? Est-ce que c'est les assurances qui nous font peur? Juste pour le savoir, parce que ce parent-là, je vais lui envoyer l'extrait vidéo de notre échange pour lui dire que j'ai fait le suivi pour lui et pour d'autres. Bien, vous pourrez lui dire que vous avez fait le suivi. Bien, on était au courant de la situation. Moi, ce que je sais, c'est que les décisions des centres de services scolaires, en particulier, découlent d'un avis du protecteur national de l'élève. Mais à l'instar que je ne me promènerai pas avec un rapporteur d'angle dans toutes les cours d'école du Québec pour mesurer l'angle des buts, on ne donnera pas de directive. On laisse aux centres de services scolaires, aux directions d'école d'évaluer en fonction des... Et je pense que c'est des balises qui ont été données par le protecteur national de l'école. Partie. En partie. Non, mais je vais laisser les centres de services scolaires et les directeurs d'école se gérer en conséquence et se gouverner en conséquence et apprécier ce qu'ils doivent faire avec leur cours d'école. Chacun son style dans les ministres de l'Éducation. J'en ai croisé beaucoup, de l'ancien premier ministre à aujourd'hui. Mais le ministre précédent, lui, il décrète de lui-même que c'est le retour du roi de la montagne. Mais quand je pose la question à la nouvelle ministre, elle me dit on laisse les centres de services scolaires gérer ça. Soit qu'ils ont un degré de volontarisme différent, soit que leurs priorités sont différentes, mais la réalité, c'est la même. Donc, il y a des buts de neige, on gère ça comment? Le ministre a dit, il faut le retour du roi de la montagne. Les parents l'ont entendu, puis ça s'est rendu aux enfants. Donc, je comprends que on les laisse gérer ça, les centres de services scolaires. Bien, les meilleurs qui connaissent leurs enfants, leur cours d'école, le niveau de difficulté, le niveau de sécurité, c'est les directions d'école. Fait que moi, je n'irai pas me mêler de toutes les cours d'école du Québec. Ce qu'on leur a demandé, ce que mon prédécesseur a demandé, c'est qu'on permette aux enfants de bouger, que peut-être de mettre des buts de neige, que c'était une bonne solution pour les faire bouger. Maintenant, vous vous souviendrez que l'histoire de l'angle, hein, c'était les centres des assureurs, je pense. Ça n'est pas du ministère. Donc, moi, j'ai dit, on va laisser quand même, il faut faire une différence entre la sécurité puis le risque zéro. Mais entre ça, je laisse les directions d'école gérer leur cours d'école.
OK. Avec des paramètres quand même qu'on peut leur fournir, Ben là, du protecteur de l'élève. Le protecteur national de l'élève, c'est des paramètres de danger, santé et sécurité, de danger. C'est les bonnes règles. Ben oui, des règles de gros bon sens. Là. OK. Je pense qu'ils ne veulent pas personne que les enfants soient en danger, mais en même temps, je ne commencerai pas à fournir des rapporteurs d'angle pour mesurer Madame les la Présidente, dédommages, dans un épisode précédent, ce matin, vous vous souvenez que j'ai posé la question à la ministre de l'indice de défavorisation des indicateurs socio-économiques. Comment vous avez dit ça? Oui, mais là, j'aurais pas eu besoin de reposer la question si j'avais eu l'info ce matin, mais je laisse la liberté à la ministre de nous communiquer une information de dernière heure. Mais après, je reviendrai et j'annonce tout de suite ma question. L'indice nous permet d'aider de nouvelles écoles, mais les écoles qui ne seront plus aidées, à moins qu'elle nous annonce une bonne nouvelle, que tout le monde reste dans la mesure, moi, ça m'inquiète. Je vais nommer une école, Victor Côté, Centre du service scolaire des Monts-et-Marais. Je pense qu'ils l'ont plus, l'indice. D'accord? Mais d'autres vont l'avoir. Donc, moi, je dis, aidez tout le monde. Je vais commencer par la liste, Oui. parce qu'on va régler cette question-là. Donc, j'ai demandé, suite à notre conversation de ce matin, j'ai demandé à ce qu'on rende la liste publique d'ici la fin de la semaine. OK? Très Donc, bien. ça, c'est réglé. Il faut faire une différence entre l'indice et le rang. Parce que l'indice, c'est calculé avec les notions de l'ISQ, et ça prend Le compte de 10. 2 facteurs, et c'est un indice qui est, de façon internationale, est reconnu comme étant un des meilleurs prédicteurs, autant qu'un indice peut prédire, de réussite scolaire. Qu'est-ce qu'il y a dans l'indice IMSE? 2 composantes. La scolarisation des parents, particulièrement de la mère, et le niveau, j'allais dire niveau financier, mais le niveau économique, d'emploi économique, de façon sous grand chapeau, niveau économique de la famille. Et là, il y a une différence entre le rang 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 qui donne des sommes Toutes les d'argent, écoles, ouais. et l'indice. Si l'indice de l'école s'est amélioré, c'est parce que nécessairement, il y a quelque chose qui a changé. Et si vous me dites que le portrait est identique et c'est les mêmes enfants, bien, depuis 2016, soit que la mère s'est scolarisée ou que les parents ont changé de niveau socio-économique. Donc, il y a quelque chose nécessairement qui a changé dans l'environnement de l'enfant, parce que l'indice de l'école est calculé en fonction des enfants, de chacun de l'indice des enfants Oui, qui mais l'occupent. Ceci étant dit, on se comprend. le rang, cette année, on aide plus d'écoles avec un indice plus bas. Je donnais l'exemple, et je vais le prendre de façon de mémoire, pas l'an passé, mais avec le recensement de 2016, une école qui avait l'indice 7,50 était dans le rang 5. Parce que dans le rang 5, on aidait à l'époque, Oui. dans le rang 5, on aidait entre 6,73 et 7. Maintenant, la même école avec l'indice 7,50 et maintenant, dans le rang 7, il va recevoir de l'argent. Justement, je me permets de compléter. Prenons le cas d'une école cotée 10, c'est le pire chiffre. On Oui. entend bien? Bon. Vous avez du financement, je donne un chiffre là, au hasard. Si vous avez du financement pour 100 écoles avec cette mesure-là, puis il y a plusieurs écoles qui se sont assez aggravées, puis là, il n'y a plus de place pour les écoles qui sont encore à 10. Vous allez arrêter de... Non. Ben, alors, rassurez-moi sur le cas de l'école Victor Côté, du Centre du service scolaire des Monts-et-Marais, parce qu'ils ont la mesure. J'ai pas de raison de croire que ça s'est amélioré, puis ils l'auront plus. Bien, je vais la regarder de façon correcte, mais si ils ont changé de rang, c'est crois parce pas. que leur indice socio-économique s'est OK. amélioré, soit que les élèves sont pas les mêmes, soit que la situation des élèves a changé au niveau allez me familial. revenir. Mais OK. Victor, Côté. Côté, est-ce qu'elle est dans une municipalité particulière? Matane. Matane. Votre ville natale, Madame la Matane. ministre. Matane. On a ça en commun. Ministre, vous engagez à donner la réponse À mon collègue. au député de Merci. Madame la Présidente, la fusion des enveloppes, mesures budgétaires, ça a été annoncé, on analysait ça, le collègue en a parlé aussi, je pense. Là, comment on fait pour protéger la culture là-dedans? Parce que c'est un peu discrétionnaire, là. C'est la même enveloppe, ma compréhension, je peux me tromper. Sport et sorties culturelles, projet particulier. Est-ce que la ministre peut rassurer le milieu culturel? Je parle de tout ce qu'il y a comme mesure, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être une sortie culturelle, ça peut être une activité qui est nouvelle, mais qui, à la lecture, il y a plein de possibilités. Alors, il va en rester autant ou on laisse plus de latitude? Ça pourrait être le sport qui, dans certaines écoles, ramasse... Non? Ben, non. L'idée, puis je vais essayer de le véhiculer correctement. L'idée, là, c'est que
Moi, quand j'ai fait la tournée des centres de services scolaires, entre autres, quand on a parlé des ETC, on m'a parlé des mesures budgétaires. Je vais vous donner un exemple. La mesure sortie culturelle. Bien, c'est beaucoup plus facile à Montréal de faire une sortie culturelle qu'à Val-d'Or ou même à Matane, potentiellement. Et beaucoup me disaient, Madame la ministre, on brûle notre budget sortie culturelle en transport scolaire puis en surveillant. On veut mettre de la culture à l'école. Donc, je vais donner un autre exemple. Je donnais les livres ce matin. Ça peut avoir scandalisé certaines personnes, mais moi, c'est quoi ma préoccupation comme ministre de l'Éducation? C'est très clair. Il y a des attentes qui sont signifiées au DG, des directeurs des services scolaires. On va avoir des ententes avec les conseils d'administration. J'avais juste ça en tête. Les conseils d'administration, il va y avoir des engagements de pris avec eux. Dans chacune des règles budgétaires, il y a à la tête des règles budgétaires des attentes et des orientations ministérielles. On va donner des orientations. Mais l'idée, c'est qu'on ne va plus leur donner le cadenas sur les moyens. Je vais donner un exemple. J'ai une école qui est en pleine nature. Dans mon coin, une école est en pleine nature. Elle a des pistes d'hébertisme. Elle peut aller jouer dehors. Elle peut faire du plein air, du sport en masse. Elle remplit son mandat de faire du sport, mais il reste de l'argent dans sa mesure. Okay. Avant, elle ne pouvait pas prendre... Je vais donner 100 $. Elle ne pouvait pas prendre le 20 $ qui restait dans la mesure. Elle ne peut pas rien faire d'autre avec que du sport. Peut-être qu'elle va pouvoir le mettre en livre. Peut-être qu'elle va pouvoir le mettre en culture. L'idée, c'est que je n'attache plus les gens sur les moyens. Je leur dis, vous devez avoir de la culture, du sport et de la lecture. Et ça, c'est incontournable. D'ailleurs, dans le programme de français, c'est mandatoire, la lecture. Tous les jours, on doit avoir de la lecture. On doit lire des livres dans le programme de français. On a même mis de la lecture, je pense que c'est 2 Québécois, 2... 5. En tout cas, il y a même des livres québécois, des livres autochtones. Donc, il y a des choses dans le programme de français. Donc, c'est plus dans une règle budgétaire qui est une ligne comptable où on va dire aux gens du terrain, vous connaissez vos enfants, on vous fait confiance. Et moi, j'ai décidé de faire confiance aux gens du terrain. Comme je leur fais confiance pour la sécurité des cours d'école, je leur fais confiance qu'ils vont atteindre les objectifs, mais je leur menotte plus les mains avec les règles budgétaires. Mais là, encore une fois, la ministre va devoir vivre avec les engagements de la première ministre pour une 3e fois au moins, c'est pas plus. Parce que c'est engagé à restituer les fonds dédiés aux sorties culturelles à l'école, mais là, si les fonds sont remis dans un port commun du sport et des autres loisirs, ça marche pas. Les fonds sont là. On a restitué les fonds sont là. En tout cas, pourquoi ça inquiète le milieu culturel de bord? Bien, parce que le milieu, je ne sais pas, vous leur demanderez. Moi, la culture à l'école, ça peut se faire sous toute forme. Ouais. Je dirais que je ne suis pas convaincu. Mais regardez, moi, je peux vous dire pourquoi ça inquiète les libraires, parce qu'ils se disent on va acheter moins de livres. Mais moi, mon objectif, c'est pas ça, mon objectif. Mon objectif, c'est que les enfants soient exposés à la lecture. Et ils vont acheter autant de livres s'ils ont besoin de ces livres-là pour qu'ils soient exposés à la lecture. Mais là, d'ailleurs, ils m'ont écrit, là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes, ils ont voulu que vous engagiez. Est-ce qu'il va y avoir plus de livres? Je m'engage à rien parce que je ferai pas indirectement ce que j'ai pas voulu faire en donnant de la souplesse dans les règles budgétaires. Je vous dis qu'à travers les orientations et les objectifs ministériels, il y aura de la lecture, il y aura de la culture et il y aura du sport pour tous les enfants du Québec dans toutes les écoles. Mais on va être exposé aux mêmes vieux livres. C'est ça l'accès aux livres et à la lecture, mais pas d'acquisition. Moi, je fais confiance aux gens sur le terrain pour varier l'offre, pour s'assurer que nos enfants sont exposés à plusieurs choses. Et les budgets sont là. Alors, ils les utiliseront pour ça, c'est tout. Mais les libraires, dans nos circonscriptions, là, on les connaît bien. Moi, j'en ai 3, là, des petits libraires très dynamiques qui nous disent là, que une baisse importante de l'achat de livres. Oui, mais ça, c'était avant même la réforme des règles budgétaires. Fait que je pense que c'est mais c'était pas mal sur votre gouvernement. Là. Bien, je m'excuse, là, mais là, on est en train de vouloir démoniser la réforme des règles budgétaires et l'assouplissement et le fait. Et on dit, ouais, mais dans les dernières années, l'achat de livres a baissé. Bien, je vous rappellerai que dans les dernières années, c'était les 264 règles budgétaires telles qu'on les connaissait. Fait que le lien de cause à effet est douteux. Bon. Monsieur le député, 1 minute 20. Avoir moins de livres, puis plus de livres, moi, je vais prendre plus de livres. Puis les intervenants, les enseignants-enseignantes, les libraires, les gens qui connaissent la question des achats, les propres employés du ministère des centres de services scolaires, ils nous appellent. Là. Oui. Ils nous écrivent et ils disent, avant, le budget, c'était ça.
Voici maintenant, c'est ça. Puis la même chose au collégial, ça ne relève pas de la ministre, mais la même chose existe aussi. Quand je pose la question, est-ce qu'on peut garantir qu'il va y avoir plus de livres, je m'engage à rien. Est-ce que c'est la réponse finale? Mais je comprends pas pourquoi les enseignants et les centres de services scolaires s'inquiètent, parce que c'est eux qui vont décider de les acheter, les livres, ou non. Alors, ils n'ont pas à s'inquiéter. Si eux veulent plus de livres, qu'ils les achètent, les budgets sont là. Mais où résiderait l'intérêt de gens qui ont toujours acheté des livres de cesser d'acheter des livres? Mais où résiderait l'intérêt? Ils n'ont pas d'intérêt, ils continueront à le faire. Et c'est pour ça qu'il y a moins d'argent pour les livres, parce qu'ils continueraient de le faire, c'est leur intention. Ils n'ont plus accès à cet argent-là. Non, je m'excuse. C'est inexact. L'argent est là, le budget est là, et le budget est descendu de la même façon. S'ils veulent continuer à acheter, grand bien leur face, c'est leur décision. Alors, ils n'ont pas à s'en plaindre. Pour vouloir, ils veulent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bien, qu'ils le fassent. Bon. Hier, le collègue de la ministre m'a parlé des maternelles 4 ans. Ça m'a surpris qu'il y ait... Monsieur le c'est dommage, député, j'en avais toute une. Merci. C'est tout le temps que vous aviez pour votre